souvent dit aux femmes féministes ou aux femmes qui ont un caractère, quoi, tout simplement. Espèce de mal baisé. Et moi, c'est toujours une insulte qui m'a fait beaucoup rire parce que mal baisé, ce que j'entends, c'est qu'il y a donc un mal baiseur dans l'histoire. Et donc, par conséquent, quand un homme me dit ça, j'ai l'impression qu'il insulte la gente masculine plus que moi-même. C'est une insulte qui part d'un homme mais qui revient aux hommes. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé et le mardi, nous parlons de votre sexualité. À votre sexualité donc avec Nadia El Bouga. Bonjour Nadia. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Sage-femme et sexologue clinicienne. Je vous vois sourire, vous êtes... vous vous délectez d'avance d'entendre et d'écouter notre invitée qui s'appelle Dora Moutot. Bonjour Dora. Bonjour. Difficile de vous enfermer dans une case. Vous êtes une hackeuse de système. Vous avez obtenu un master sans même avoir le bac. Vous êtes journaliste, autrice, réalisatrice, activiste, poète et influenceuse. Créatrice du compte Instagram Tajoui et MBC. On verra tout à l'heure ce que c'est qu'une MBC. Je suis pas assez chaud encore pour en parler. Et sorcière aussi, hein. Aussi. En plus du reste. Sorcière, en voilà, plus du reste. Une autre sorcière. Et on apprend également dans votre livre que vous êtes plutôt demi-sexuelle. Ouais. Vous êtes autodidacte. La plupart des choses que vous avez apprises, vous les avez apprises toutes seules. Et vous publiez donc Mal. Je ne sais pas comment vous prononcez. Mal baisé. Le livre qui dénonce le patriarcat sous les draps aux éditions Guy Trédaniel. Alors on apprend que vous avez commencé les recherches pour écrire ce livre sur une île en Thaïlande, auprès de Hillary. Alors Hillary, c'est pas Hillary Clinton, et Hillary vous apprend que le futur des femmes, c'est l'embodiment. Il vous en arrive drôlement des choses sur cette île. Énormément de choses. Parce que vous n'avez pas rencontré que Hillary, vous avez aussi rencontré Surya Nico, Nico aptonyme pour le coup. Et non, plus sérieusement, qu'est-ce qui vous avait amené sur cette île de Thaïlande, très célèbre pour ses full moon parties? Alors cette île en Thaïlande qui s'appelle Koh Phangan, c'est une île qui est très connue pour ses activités tantriques, donc pour la découverte du tantra, pour les stages de tantra. Et le tantra, c'est une philosophie sexuelle qui vient de l'Inde. Et c'est ce qu'on appelle le tantrisme. Et dans le tantrisme, qui est une religion, dans cette religion, il y a une partie philosophie sexuelle. Et donc, je me suis dit que pour écrire un livre sur la sexualité, peut-être... que ce serait pas mal de le faire sur une île où il y avait cette énergie, cette vibe sexuelle. D'autant que c'est dans l'air du temps. Complètement. Oui. Alors donc, alors vous avez fait un stage, vous êtes, vous avez plusieurs stages. Oui, vous avez donné exploratrice. Exactement. Vous avez donné de vous sur cette île. Pour ceux que ça intéresserait, d'abord parce que cette île est très branchée. Faut dire que on vient du monde entier pour faire les full moon parties. C'est à côté de Samui, de Koh Samui. D'ailleurs, c'est l'île qui est juste à côté. C'était une île de backpacker avant, mais maintenant c'est devenu quand même très très branché. Qu'est-ce qu'on trouve comme sorte de stage sur cette île? Alors justement, moi j'ai fait un stage de yoni massage. C'est-à-dire que... Alors le yoni pour tout le monde? Le yoni, c'est la vulve, le vagin, en sanskrit. Et en fait, dans ce stage de yoni massage, il y a une femme qui m'a fait un massage du vagin. C'est la première fois qu'une femme me faisait un massage du vagin. Et donc, elle t'aide à découvrir les différents points de ton vagin, le point P, le point G, plein de points que moi... Le point K, le point C, le point A. Oui, exactement. Il y a tout un tas de points que je ne connaissais pas. Et en fait, elle fait vraiment de l'acupression. C'est pas une pénétration, il n'y a pas d'aller-venu. C'est-à-dire qu'elle cible des points très précis dans le vagin et elle appuie dessus jusqu'à les relâcher. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des endroits dans mon vagin où j'avais vraiment, je ne sais pas comment expliquer, de la tension, de la pression, où j'avais extrêmement mal. Et elle s'est mise à masser ces points-là. Au tout début, j'étais en douleur et je lui disais, mais arrête. Elle disait, non, il faut continuer. Et en fait, en massant ces points-là, tout d'un coup, en l'espace de quelques secondes, j'ai commencé à avoir du plaisir. C'est-à-dire qu'elle a réussi à détendre certains points. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'orgasme du cervix, qui est un orgasme... en fait, c'est un point qui est au niveau du col de l'utérus. Et moi, on ne m'avait jamais massé par là. Et j'imagine qu'un pénis, c'était peut-être aventuré, mais j'avais pas... Vous ne l'aviez pas identifié comme tel? Non, je ne l'avais pas identifié comme tel. Et en fait, c'est un point qui, s'il est massé d'une certaine façon, peut procurer un orgasme quand même différent de l'orgasme clitoridien. Et moi, j'étais complètement partisane du tout clitoris. C'est-à-dire que ces dernières années, on nous a dit que tout venait du clito. Et moi, je l'ai cru, tout simplement. Et
pour moi, le clitoris, c'est vraiment la clé aux orifices, enfin, clitoris en fait, donc c'est comme ça que je le vois. Et donc, évidemment, il faut une stimulation du clitoris pour avoir envie d'accéder à d'autres types de plaisirs. Mais une fois que la porte est ouverte, cet orgasme du cervix, je l'ai découvert comme ça. Et depuis, je suis capable de le reproduire, ce qui est quand même assez chouette. Et donc voilà, c'était une énorme découverte pour moi. En fait, ce que vous dites, effectivement, c'est très intéressant et, me semble-t-il, fondamental, c'est qu'on est passé d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire qu'on est passé du tout vaginal au tout clitoridien. Et en réalité, c'est plus complexe et simple à la fois, finalement, parce que c'est un ensemble. Et que, vous le dites très justement dans votre livre, il faut arrêter de compartimenter les femmes. C'est un complexe qui est en communication, en fait. Et finalement, lorsqu'on est... en vaginal pour un massage comme vous décrivez ou en clitoridien, finalement on stimule toute une zone et c'est ça qui est le plus important en fait à comprendre. Oui, et puis en fait on a un système nerveux extrêmement complexe, donc il y a le système nerveux au niveau du clitoris, mais en fait au niveau du cervix il y a aussi énormément de nerfs différents, donc en fait on peut stimuler différents types de nerfs qui remontent jusqu'au cerveau, donc pourquoi il y aurait que une zone à privilégier? Oui, je pense pas aujourd'hui. Alors, on va repartir à la base. À quoi le titre de votre livre fait-il référence? Alors, à une insulte qu'on dit souvent aux femmes, espèce de mal baisé. Alors, on oublie la première partie concernant, parce qu'on dit c'est une féministe aussi. Oui, c'est une féministe, parce qu'en fait, souvent on dit aux femmes féministes ou aux femmes qui ont un caractère, quoi, tout simplement. Espèce de mal baisé. Et moi, c'est toujours une insulte qui m'a fait beaucoup rire parce que mal baisé, ce que j'entends, c'est qu'il y a donc un mal baiseur dans l'histoire. Enfin, je peux pas être mal baisé. C'est une forme passive. Voilà, je peux pas être mal baisé. Donc, le masculin, le pendant masculin à la mal baisé, c'est le mal baiseur. Oui, voilà, exactement. Et donc, par conséquent, quand un homme me dit ça, j'ai l'impression qu'il insulte la jante masculine plus que moi-même. Donc, moi, il n'y a pas de problème. Insulte-moi de mal baiser, ça me fait ni chaud ni froid. En fait, c'est une insulte qui part d'un homme mais qui revient aux hommes. Donc, bon. Il y a d'autres, des insultes que vous aimez bien. Vous aimez bien vieille fille aussi. Ouais, j'aime bien vieille fille parce qu'en fait, cette insulte-là, ce qu'elle veut dire, c'est que il faudrait que un pénis te pénètre pour devenir une femme, en fait. Et donc, c'est complètement absurde. Ça veut dire que les hommes pensent que c'est un pénis qui te fait femme. Que finalement, le passage de la fille à la femme, c'est l'intervention d'un pénis. Et je trouve que c'est tellement égo trip. Enfin, je trouve que c'est délirant je trouve ça pathétique et en même temps, on continue à utiliser cette expression sans jamais y réfléchir. Alors qu'on ne parle jamais de vieux garçons. Non, on parle jamais de vieux garçons. On en parle des vieux garçons quand même, si. C'est un vieux garçon, ça sent le quinquat pas marié. C'est pas dans le langage courant et ça ne dérange pas la société. Inversement... Mais ce qui est intéressant aussi avec la vieille fille, c'est aussi ce fait que... il faut pas rester vieille fille trop longtemps. Enfin, je veux dire, il faut pas coucher trop tôt, mais il faut pas coucher trop tard non plus. Enfin, il y a vraiment un timing qu'il faut respecter, quoi. Aujourd'hui. Alors, d'autres expressions, il y a imbaisable aussi, que vous aimez bien. Imbaisable, ouais. Oui, parce que, en fait, je trouve qu'en tant que femme, on met vraiment un point d'honneur à être baisable. C'est-à-dire que notre baisabilité, c'est extrêmement important en tant que femme. Ça devrait pas, mais en tout cas, il y a énormément de femmes qui passent un temps fou à être baisable. Enfin, je veux dire, c'est énormément de travail d'être désirable vis-à-vis du regard masculin. Et donc, certains hommes vont dire « Ah, elle est imbaisable ». Certains hommes politiques insultent d'autres femmes en disant que de toute façon, elle est imbaisable. Et donc, je trouve ça dingue de placer notre valeur sur le fait d'être désirable ou pas. Alors, les mots ont un sens. Vous vous intéressez finalement à tous les mots qui entourent la sexualité aujourd'hui. On le voit, vous utilisez le mot baiser très très facilement, on va dire sans vous arrêter. Bon, c'est très fluide. Mais finalement, quand on regarde tous les mots qui sont passés dans le langage courant au cours des siècles, ça n'a pas toujours eu ce sens-là. Et on parlait pas de... Plus personne ne parle aujourd'hui, par exemple, de, on va dire, faire l'amour. Oui, faire l'amour. Aujourd'hui, on n'entend presque plus jamais cette expression. Et justement, quand quelqu'un l'utilise, on a l'impression qu'il est has-been, coincé, voilà.
Et aujourd'hui, il y a tout un vocabulaire qui est hyper trash. En fait, j'ai demandé à ma communauté de me lister le vocabulaire qu'elles entendaient souvent pour parler de sexualité. Et je me suis rendu compte que c'était un vocabulaire extrêmement guerrier, un vocabulaire de chasse. Donc, je l'ai tronché, je l'ai retourné, je l'ai explosé. Et en fait, on entend souvent des hommes dire ça, ou même des femmes dire ça d'elles-mêmes, c'est-à-dire « il m'a défoncé, il m'a explosé », etc. Et on a tendance à considérer que c'est normal, et plus personne ne s'arrête sur ce vocabulaire lorsque c'est un vocabulaire guerrier ou de chasse. Il y a une autre expression, par exemple, qui est passée dans le langage courant, c'est un bon coup. Ouais, alors ça aussi, ça vous renvoie à un autre univers, en fait. Oui, c'est Maya Mazoret qui a pointé en fait ce problème-là à travers ce mot-là. C'est un bon coup. Alors pourquoi un coup en fait ? Parce qu'on parle sans arrêt du fait qu'il faut arrêter les coups quand c'est pas dans la sexualité, mais quand c'est dans la sexualité, en fait, on parle de bon coup. Alors pourquoi pas une belle caresse vaginale ? Enfin, c'est-à-dire il y aurait peut-être d'autres façons de le dire que d'utiliser. Mais pourquoi alors ? Pourquoi justement aujourd'hui on se cache derrière ce vocabulaire guerrier ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est parce que aujourd'hui, en fait, le sexe, pour moi, la façon dont c'est présenté dans cette société capitaliste et misogyne, c'est qu'on a plus tendance à faire la haine que faire l'amour, en fait. Quand j'entends ce vocabulaire et que je le liste dans le livre, parce que j'ai 3 énormes pages où je liste, en fait, quand on regarde ça, on se dit, en fait, ils font la haine. C'est pas, ils font l'amour. Parce que quand on regarde aussi l'industrie du porno aujourd'hui, c'est une industrie tellement misogyne quand on regarde ça avec du recul et qu'on voit les scripts sexuels qui nous sont décrits. Ce sont des scripts sexuels où il n'y a presque que de la domination, en fait. Et dans plus de 80... il y a des études qui ont montré que 80% dans 80% des films porno, il y a de la violence envers les femmes, que ce soit verbale ou que ce soit physique. Donc, en fait, on est complètement dans cette dynamique-là et, en fait, on la remet plus en question. C'est comme ça, c'est le sexe. Et puis, surtout, il y a ce truc aussi, il faudrait pas juger. Faut pas king-shamer, on dit. Le sexe, c'est une sorte de zone où en fait il ne faut pas que la morale ou que l'éthique ou que la politique s'arrêterait à la porte de la chambre. Exactement, tout s'arrête à la porte de la chambre. Alors justement, c'est en lien par rapport à ce que vous dites, le sous-titre de votre livre, c'est le livre qui dénonce le patriarcat sous les draps. Pourquoi le patriarcat quand on sait que le patriarcat n'est qu'une sous-branche du viriarcat en réalité ? Oui. Alors, c'est vrai, j'ai eu déjà ce genre de discussion avec des féministes 68ardes et qui tiennent absolument à ce terme. Mais si on est puriste, vraiment pointilleuse, en réalité, c'est le viriarcat qu'il faudrait dénoncer parce que c'est précisément tout ce que vous dénoncez en filigrane dans votre livre. Oui, tout à fait. J'utilise en fait le terme patriarcat parce que c'est plus facile d'accès, c'est-à-dire viriarcat. Alors c'est quoi pour tout le monde parce que c'est pas qu'une question de paternité. Maintenant, non, bien sûr. C'est juste que c'est le terme qui est rentré dans les mœurs et que pour quelqu'un qui achète mon livre de façon complètement commerciale, on va dire, c'est plus accessible. Enfin, patriarcat, j'ai l'impression que n'importe quelle nana qui a même aujourd'hui 16 ans sait de quoi il s'agit, sans rentrer dans des théories et sans être une théoricienne, une sociologue. Et donc, pour moi, ça rend le discours plus accessible, on va dire, tout simplement. Plus accessible, mais tout de même, c'est vrai que viriarcat est, à mon sens, plus large parce que dans cette critique, justement, de domination envers les femmes, il y a, et c'est Olivia Gazellet qui en parle, d'ailleurs vous la citez beaucoup dans votre livre, il y a aussi cette haine envers ce qu'on considère comme des sous-hommes et que l'on met dans la catégorie, justement, des femmes, donc de ces êtres inférieurs. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et ce matin, nous recevons Dora Muto avec Nadia El Bougan. Dora Muto, vous avez lancé le 15 août 2018 votre compte Instagram qui s'appelle T'as joui. D'où cette question vient-elle et à qui l'avez-vous posée ? Alors, cette question, déjà, c'est une question que pas mal d'hommes m'ont posée. En me disant, est-ce que tu as joué après un rapport et j'étais toujours un peu étonnée que ils ne sachent pas. C'est comme s'ils avaient été tout seuls pendant tout le rapport et qu'à la fin, alors t'as joui et j'étais là, j'ai même pas envie de te répondre tellement t'as l'air à côté de la plaque. Je trouve ça presque gênant comme question, même si ça part peut-être d'une bonne intention. Et ensuite, c'est aussi une question que moi je posais à mes amies femmes. Parce qu'elles me racontaient souvent leurs ébats de façon extrêmement passionnée, avec un vocabulaire extrêmement porno, on va dire, en me disant justement il m'a défoncé, il m'a fait ceci, il m'a plaqué, bref. Et je leur disais souvent mais en fait est-ce que toi t'as joui ? Et là c'était souvent silence radio. Ah mais
Non, et puis même certaines qui me disaient en fait moi j'ai jamais joui de ma vie. Et donc cette question, c'est une question à la fois qu'on m'a posée et que moi j'ai posée. Et les femmes, c'est une question qu'elles posent aux hommes, ça? Rarement, parce que quand il y a éjaculation, il n'y a pas toujours orgasme avec éjaculation, mais la plupart du temps, c'est le cas. Et donc, par conséquent, les femmes ont l'impression d'avoir plus une preuve matérielle, on va dire. Il y a encore cette croyance. Oui, il y a encore cette croyance. Mais pourquoi justement des centaines et des milliers de témoignages que vous avez recueillis, pourquoi les femmes ne ressentent-elles pas le besoin, elles, de poser cette question à leur partenaire? C'est simplement une question d'éjaculation? Oui, parce que la plupart des femmes pensent que éjaculation égale orgasme. Lorsque c'est pas forcément le cas, justement, dans certaines pratiques, les hommes, dans le taoïsme, les hommes apprennent à décorréler l'orgasme de l'éjaculation, donc c'est possible. Mais il arrive que des fois des hommes éjaculent sans orgasme, mais vu que les hommes ne nous le disent pas, ne font pas un militantisme comme nous on le fait pour essayer de faire passer certains messages sur notre propre sexualité, et vu que souvent les hommes parlent quand même beaucoup moins de sexualité en général, je trouve, et sont encore... C'est vrai? Ouais, moi je trouve. Ils sont encore... Vous voulez dire sérieusement? Oui, sérieux. Ils en parlent pas sérieusement. Oui, ils en parlent pas sérieusement, c'est ça. Ils parlent peu d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils vont en parler, mais ça va être sur le ton de la blague ou peut-être des remarques, peut-être un truc un peu macho, on se la pète, j'ai niqué tant de meufs ou un truc comme ça. Mais de façon intime, les hommes en parlent beaucoup moins précisément, et donc par conséquent, j'entends pas beaucoup de mecs faire du militantisme en disant ouais, moi j'éjacule et tu sais quoi, je jouis pas. Ce serait bien ça. Vous pourrez le mettre en commentaire sous la vidéo. Vous dites qu'il existe un fossé orgasmique entre les femmes et les hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, les femmes jouiraient moins que les hommes? C'est ça que ça veut dire? Oui, en fait, il y a des statistiques qui ont été faites, et les femmes dans le couple hétérosexuel jouissent moins que les hommes en termes de statistiques. Mais les femmes dans des couples lesbiens jouissent presque autant que les hommes. Donc ça montre bien que c'est un problème relationnel entre les hommes et les femmes, et c'est pas un problème entre guillemets technique, parce que pendant longtemps on s'est dit oui les femmes c'est compliqué, ceci, cela. Non, en fait les femmes quand elles se masturbent toutes seules, elles jouissent tout aussi vite que les hommes, je crois que c'est 4 minutes. Voilà, exactement. Donc bon, en termes de technique et d'organes, en fait, la réaction... va aussi vite. Et on ne parle pas du coup d'orgasme précoce chez les femmes dans ce contexte. Dans ce contexte, C'est vrai qu'on commence à parler beaucoup plus de la masturbation féminine, mais longtemps ça a été un non-sujet, on va dire. Ouais, complètement. Oui, parce que je pense qu'il y avait aussi le poids de la religion sur ce sujet-là. Beaucoup de femmes ont aussi ont un rapport très compliqué à leur corps. Beaucoup de haine envers leur propre corps, beaucoup de complexes, ce qui fait que quand on est très complexé, on a aussi moins envie de se faire plaisir parce qu'on s'auto-dégoûte. Il y a aussi cette idée dans laquelle les hommes grandissent que quelque part, ils ont le droit au plaisir sexuel. C'est-à-dire, c'est comme ça, on a le droit de se masturber, on a le droit de jouir, on a le droit d'avoir... Parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. C'est dans l'idée générale, ils peuvent pas faire autrement. En fait, ils peuvent tout à fait faire autrement, mais moi je trouve ça plutôt positif, cette idée qu'on a le droit au plaisir corporel, tandis que les femmes, c'est comme si ce droit n'était pas inclus dès la naissance, on va dire, et que le droit au plaisir comme se gagne, il se gagne après avoir fait plaisir à l'autre. C'est-à-dire que d'abord on est attentif à faire plaisir à l'autre. Ouais. C'est plus important. Le care sexuel dont vous parlez. Ouais, l'éthique du care sexuel. Et je pense aussi qu'il faut apprendre aux femmes à augmenter leur tolérance au plaisir. Je pense que s'il y a une tolérance à la douleur, moi j'imagine qu'il y a aussi une tolérance au plaisir, que ça va un peu dans les deux sens. Et donc par conséquent, je pense qu'il faut remettre juste dans la tête des femmes le plaisir au centre en fait. Enfin surtout le remettre dans leur corps. Dans leur corps. Et vous le dites d'ailleurs précisément. Oui. Parce que juste précisément, on nous remet constamment dans notre tête. Oui. Et peut-être il serait intéressant... de redescendre dans le corps. Exactement. Oui. Expliquez à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, à tous les hommes qui nous écoutent, ce que c'est qu'une jouissance féminine. À ce que c'est une jouissance féminine. Expliquez-nous.
C'est un orgasme exactement. Mais explique-nous ce que c'est que l'orgasme féminin. Ah, l'orgasme féminin. En fait, l'orgasme féminin, c'est donc, j'imagine à peu près comme les hommes, c'est-à-dire que il y a des tensions qui s'accumulent et puis à un moment il y a une décharge qui fait que, en fait, cette décharge monte au cerveau et donc on ressent un sentiment d'explosion à l'intérieur de son corps. Et puis on peut aussi ressentir des sortes de palpitations à l'intérieur de son sexe. Le vagin peut palpiter, le clitoris en fait est extrêmement sensible à ce moment-là. Généralement, ça se lit sur le visage de la femme. Justement, c'est un truc que je trouve très intéressant. Dans le porno, on montre très peu finalement les visages quand ils jouissent. Et en fait, souvent la jouissance, elle se lit quand même de façon faciale. Et donc, j'encourage les hommes, en fait... Et corporelle. Complètement. Voilà. Il y a parfois une cambrure. Enfin, il y a tout un type de respiration aussi qui vient avec la jouissance. Et donc, pour moi, une femme qui jouit, ça se voit quand même. C'est-à-dire, je pense pas que ça demande tant d'efforts que ça de le voir, même si ça peut être subtil, dans le sens où il y a des femmes qui vont pas faire énormément de bruit, mais si on fait gaffe au moins à la respiration de la personne, généralement, on note une grande différence respiratoire. Après, j'ai une question qui me vient en tête. Faut-il genrer l'orgasme, finalement ? Oui, pour moi, alors moi j'ai un problème avec le terme genre. Je dirais il faut sexuer l'orgasme. Parce que genre, pour moi, c'est la construction sociale, c'est donc le stéréotype de genre. Donc je ne sais pas ce que ça voudrait dire un orgasme genré. Par contre, pour moi, les orgasmes sont sexués dans le sens où, en fait, les orgasmes arrivent à travers des sexes différents et à travers des... Voilà, on ne masturbe pas une femme comme on masturbe un homme, tout simplement parce que les organes ne sont pas les mêmes. Et donc, pour moi, oui, il faut continuer à parler d'orgasme féminin et orgasme masculin. Alors, pourquoi je dis orgasme genré ? Parce qu'un homme, par exemple, qui gémirait, on soupçonnerait peut-être quelque chose de plutôt féminin et pas très masculin dans la conception qu'on a de la virilité. Et je pense que les hommes ont complètement tort là-dessus et que les femmes ont très envie d'entendre des hommes en train de gémir. J'avais fait un article il y a pas mal de temps, je crois que c'était pour Technicart, et justement j'avais essayé de rechercher, parce qu'il y a un groupe de femmes sur Internet. C'était à l'époque de Tumblr, et Tumblr, c'était une plateforme où le porno était facile d'accès. Enfin, la curation porno était facile d'accès. Il y avait tout un groupe de femmes qui cherchaient des hommes qui gémissaient. Et donc, il y a certains mecs qui se sont mis sur ce business. Et donc, c'est des mecs qui font des audios de gémissements. Et il y a tout un truc comme ça, parce que les femmes, quand elles regardent du porno mainstream, elles entendent que des femmes en train de hurler et de brailler. Et nous, parfois, on sait que c'est faux, parce qu'on se connaît, on est là, ouais, c'est ça, ouais. Et on aimerait entendre, justement, des râles masculins. Donc, c'est une bande de son, c'est ça ? Une bande son Oui, il y a plusieurs mecs qui sont vraiment sur ce créneau, et donc ils font des bandes son, alors sur plein de types de sujets. Enfin, ils décrivent des situations, et après ils se masturbent en même temps, et du coup voilà. Ou sinon, tu peux commander carrément un son à un mec. Une variation sonore spécifique. Exactement. Et les femmes recherchent aussi... Jouissance dans la forêt. Oui, et même, en fait, il y a des femmes, par exemple, qui disaient, je veux un mec irlandais, parce que avec un certain accent, je préfère encore. Donc, il y a des nanas qui recherchent des accents particuliers. Ah oui, c'est intéressant, oui. L'orgasme masculin suédois, par exemple. Voilà, c'est quoi ? Parce que les mecs, ils disent pas la même chose, ils n'ont pas le même accent. Enfin, voilà. Vous vous êtes intéressé justement à l'influence du porno et vous vous êtes promené un petit peu sur la toile et vous n'êtes même pas allé sur le darknet. Hein. Non. Qu'est-ce que vous avez trouvé et qu'est-ce qui est accessible aujourd'hui en termes de porno ? C'est tout le problème, c'est-à-dire que en allant en fait juste se promener sur Google et se promener sur certains sites porno accessibles à tout le monde, on tombe sur les pires horreurs. J'ai vu une femme se prendre une brosse à chiottes dans le vagin. J'ai vu des femmes se prendre des épingles dans les lèvres. Si je tape anal prolapse porn, donc c'est-à-dire descente d'organes porno, je vais voir des femmes qui se sont fait tellement pénétrer l'anus que l'anus descend, c'est-à-dire il y a une descente d'organes réelle. Si je tape almost dead porn, donc presque morte porn, je vais tomber sur des vidéos de femmes qui sont au bord de l'évanouissement. Et donc, par conséquent, moi, j'appelle plus ça du sexe, en fait. J'appelle ça de la torture.
point à la ligne. Sauf que vu que certains hommes jouissent de ces images, ce qui pose quand même des grandes questions, on considère que c'est du sexe et que donc il ne faudrait pas juger. Et puis on se dit, il y a des femmes qui veulent être actrices, donc c'est qu'elles sont consentantes. Sauf que moi, j'invite tout le monde à réfléchir à pourquoi une femme accepterait de se faire filmer en train de se faire pénétrer par un cheval, parce que ça c'est très facile d'accès. Qu'est-ce qui pousse ça sont des images qu'on trouve très facilement sur... 3 minutes, tu vas sur Google, là, si les gens veulent faire le test, voilà. Les sites zoophiles, il y en a plein, c'est censé les âmes sensibles s'abstenir quand même. Oui, parce que c'est vraiment, très trash. C'est très très trash, mais il y a vraiment, le monde du BDSM, ça peut aller vraiment extrêmement loin, et en plus de ça c'est du contenu gratuit. Donc en fait, ce que font ces studios de production porno, c'est qu'ils attirent les gens avec un peu de contenu gratuit sur les tubes, et ensuite je pousse les gens à imaginer ce qui se trouve derrière le paywall. Le paywall, c'est-à-dire l'accès payant. Donc si déjà sur le web gratuit en 3 minutes avec Google, je peux trouver des images de torture sexuelle de femmes, en fait aujourd'hui les gens ils payent pour quoi? Quand les hommes payent pour du porno, ils payent pour de la niche, et de la niche qui est relativement extrême, vu que tout ce qui est considéré pseudo-soft est déjà en fait dispo, et donc il y a une course au plus trash, parce qu'aujourd'hui les actrices porno, pour survivre et pour manger, parce qu'en fait quand les trucs sont gratuits, évidemment il y a moins d'argent qui leur revient, et donc pour pouvoir survivre dans ce milieu-là, pour un certain nombre d'actrices porno qui ne durent généralement pas plus de 4 mois, c'est à peu près le temps dans cette industrie, c'est la course au plus trash. Le porno pourrait être féministe ? Alors, c'est une question que vous posez en fait finalement. Ouais, c'est une question que je pose. Alors, dans une certaine mesure, je pense que oui. Il y a certains studios dirigés par des femmes. Par exemple, il y a Erika Lust qui est assez connue pour faire du porno dit féministe, mais ça dépend ce qu'on appelle féministe. En fait, c'est surtout un porno où... pro-sexe. Voilà, pro-sexe. C'est un porno où aussi il y a une vérification des identités des actrices porno. Il y a des formulaires de consentement qui sont mis en place. Ce sont des scripts écrits par des femmes. Ce sont des désirs de femmes qui sont mis en scène. Ensuite, c'est toujours compliqué parce que finalement, le porno, c'est de la prostitution filmée. Et donc, on peut considérer que ces personnes-là sont des proxénètes. Et en fait, c'est ça que je ne comprends pas. C'est-à-dire, aujourd'hui, on fait une grande distinction, du moins en France, voilà, le proxénétisme, c'est interdit. On est dans une politique abolitionniste. Et en même temps, on considère que des gens comme Jackie et Michel, qui font finalement de la prostitution filmée, parce que, en fait... parfois, c'est encore pire, c'est-à-dire que cet acte sexuel, qui peut être dégradant pour une femme, ensuite va être visionné mais des millions de milliers de fois. Et donc, je ne sais pas, j'arrive pas à me placer complètement en disant oui, est-ce que ce porno est véritablement féministe ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est le moins pire, et surtout, c'est du porno payant. Et c'est important. Voilà, et nous parlons du dernier livre de Nora Moutot ce matin, qui, après s'être intéressée à ses intestins, c'est ça. soulève les couettes. Elle descend juste un petit peu plus bas. Oui, c'est un peu la même région. Je dis généralement que je suis vraiment journaliste de cul, et pour de vrai, devant, derrière. C'est-à-dire que je fais à la fois les P, l'anus, etc. et je fais la malbaise. Voilà, vous êtes sans filtre, Nora. C'est pour ça que nous, on vous aime, même si ça peut froisser certaines oreilles. Exactement. Et certaines chaînes de radio qui ont mal aux oreilles. Votre dernier livre s'appelle Mal baisé aux éditions Guy Trédaniel. Je parlais de l'injaculation, messieurs. Oui. Il y a une nouvelle technique et rassurez-vous, ça va vous permettre de jouir plus et de jouir mieux. Exactement. Alors qu'est-ce que c'est que l'injaculation ? C'est dans le taoïsme, c'est une philosophie chinoise. Oui, à l'intérieur, il y a une philosophie sexuelle, et dans cette philosophie sexuelle, on apprend aux hommes à injaculer. Donc l'injaculation, c'est quand on a des orgasmes à répétition, mais sans éjaculer. C'est-à-dire qu'on va appuyer à un certain endroit au niveau de sa prostate pendant qu'on fait l'amour à une femme, ou bien on va aussi apprendre ça en se masturbant tout seul. Et en fait, on va tout simplement réussir à produire un orgasme sans avoir de sperme qui sort. Mais on bloque, c'est quoi ? On bloque l'éjaculation ? Oui, c'est ça ? Oui, c'est une façon de la bloquer. Et j'ai connu un homme qui savait faire ça. Et qui pouvait enchaîner combien d'orgasmes ? Alors, je sais pas, il pouvait en enchaîner 5. D'affilée, hein. Ah oui, c'est ça qu'il faut expliquer. Oui, en fait, voilà, ouais. Oui, il jouissait beaucoup plus que moi.
C'est-à-dire que c'était presque énervant parce que je me disais, mais alors lui, il s'éclate, quoi. Mais ça permettait aussi de m'attendre. C'est-à-dire que il pouvait durer extrêmement longtemps. Et donc, par conséquent, c'était assez intéressant. Et c'est un peu un super pouvoir, quand même, d'apprendre à faire ça. C'est une super maîtrise de son périnée. C'est ça. Beaucoup. Exactement. On en revient au périnée. Bon, c'est intéressant ce que vous dites, parce que quand on parle effectivement d'orgasme, celui qui en général a eu le premier l'orgasme n'attend pas l'autre. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui est très frustrant. Il faut expliquer finalement aux hommes que c'est pas parce que vous avez eu votre orgasme que votre partenaire, votre femme a joui. Non, mais ça, c'est vraiment une réaction masculine extrêmement classique dont j'ai beaucoup discuté sur mon compte Instagram. C'est ce truc où le mec a joui, toi t'as pas été jusqu'au bout. Et puis tout d'un coup, lui il est crevé, ça y est, il a envie de ronfler, il se retourne. Et toi il a la migraine. Voilà, non, généralement c'est juste, je m'endors, je suis HS. Une clope et au lit. Exactement, c'est tout à fait ça. Et toi, en fait, t'as encore toute ton excitation sexuelle, t'es encore toute nerveuse sexuellement, et là on te laisse tomber. Tandis qu'à l'inverse, si tu fais ça à un homme, alors là, je peux t'assurer qu'il va te faire chier. D'allumeuse déjà. Et alors là, c'est la même chose. Là, ce sont des hommes allumeurs qui n'éteignent pas la flamme. Donc la flamme est montée, mais ils l'ont pas éteinte. Et en plus de ça, les hommes vont dire mais moi j'ai les couilles bleues. Faut que tu me finisses. En fait, il faut que tu me finisses. Et généralement, les femmes ont tendance à le faire par empathie, etc. Mais les hommes, eux, considèrent qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de clito bleu. Non, il n'y a pas de clito bleu lorsqu'il y en a un, je vous assure. Ça peut être horrible. Il y a des femmes qui vont se masturber dans les toilettes après. Donc. Alors ça, justement, ça pose la question, cette problématique de celle ou celui qui jouait avant. Généralement, c'est celui qui jouait avant oublie l'autre. Ça pose la question, justement, de cette notion de liminaire. Ouais. Et Dieu vous bénisse, la déesse vous bénisse, comme vous n'avez pas utilisé le mot préliminaire. Voilà, parce que ça fait 7 ans que je m'évertue, que nous nous évertions à dénoncer ça. C'est surtout vous. Voilà, oui. Moi, j'assume, il n'y a aucun souci. Non, mais c'est pas que j'assume pas, c'est que je vous ai suivi. Voilà. Parce que je connaissais même pas la différence. Donc, alors, vous déconstruisez effectivement cette notion de préliminaire. Enfin, quelqu'un qui le dit et qui l'écrit dans un livre. Voilà, amen. Et vous parlez même de post-liminaire et pourquoi pas finalement déconstruire le liminaire tout court. Oui, voilà, en fait, pour moi, préliminaire, pourquoi est-ce que ce serait forcément avant ? Et si on parle de préliminaire, c'est donc que le centre, c'est la pénétration. Alors donc, le liminaire, c'est quoi ? Parce qu'il y en a qui c'est un pénis dans un vagin, donc la pénétration. C'est ce qu'on appelle le liminaire, c'est ça ? Oui, c'est ça, préliminaire, donc voilà. Et moi, souvent, je me dis, pourquoi pas après liminaire ou post-liminaire, dans le sens où, justement, les femmes ont parfois, une fois que l'homme a éjaculé, ont parfois besoin d'aide, et c'est là que peut-être qu'il faut les finir avec un petit cuni ou avec une masturbation ou quelque chose. Parce que vous dites que l'argument de certains hommes, c'est de dire après l'éjaculation, oui mais je peux pas repartir tout de suite. Non. Oui mais ça voudrait dire que quoi ? Que finalement tout serait centré sur ton pénis et qu'il n'y a pas d'autre chose à faire aussi ? Exactement, alors que les femmes aiment beaucoup les doigts par exemple. Donc, non. Vous dites j'ai compris que non, moi, dans votre livre. Je vous ai mal lu, alors. Que les femmes n'aiment pas les doigts, oui. Ah si. Non, elle parle de la façon insistante et pas du tout documenter des hommes sur cette sensibilité clitoridienne à un certain moment. Bon, en tout cas, messieurs, sur le cunilingus, il y a un passage qui vous concerne qui m'a fait hurler de rire. C'est vrai ? Ah oui, c'était drôle. On le lit pas souvent comme ça, je veux dire, Dora. De mémoire, je l'ai jamais lu comme ça. Ne spoiliez pas. Non. Lisez-le, messieurs. Alors, et mesdames aussi. Vous posez quand même une question centrale, qui est de savoir pourquoi est-il si difficile d'avoir une sexualité véritablement heureuse en tant que femme en 2021 ? Ouais. Pourquoi finalement c'est cette difficulté ? Malgré la révulvation. Malgré la révulvation actuelle. Justement, j'ai écrit 450 pages là-dessus parce que c'est très compliqué à expliquer. En fait, il y a beaucoup de choses qui font que la sexualité des femmes peut être encore compliquée à vivre. Par exemple, je parle beaucoup de politique, je parle de médecine. Par exemple,
il y a énormément de femmes qui ont des problèmes de jouissance et quand elles vont chez le médecin, on va encore toujours leur dire que c'est dans leur tête. C'est-à-dire extrêmement rapidement, ça va être placé sur le psychologique. Lorsqu'une femme, par exemple, peut avoir un phimosis au clitoris comme un homme peut avoir un phimosis au gland, et ça peut être quelque chose de complètement biologique. Il y a beaucoup de femmes qui ont aussi des vulvodynies, des vaginismes. Inconnu. Le phimosis du clitoris est inconnu du médecin. Oui, là, je découvre. Oui, mais c'est... Pourtant, c'est... Voilà, ça peut être un problème, par exemple, au niveau du dos, qui font que les nerfs n'arrivent pas bien jusqu'au clitoris ou même jusqu'au cervix. Voilà, la vulvodynie, le vaginisme, généralement, on dit aux femmes que c'est dans la tête, lorsqu'avec des séances d'ostéokiné, ça peut se régler. Enfin, il y a énormément de... En fait, on a vu ça aussi avec l'endométriose, il y a énormément de pathologies féminines qu'on met directement sur c'est dans la tête. Ce qui est dingue, c'est que si un homme va voir un médecin, on lui dit pas immédiatement c'est dans la tête. On va pas lui dire, comme on dit aux femmes, ah mais oui, mais ton arrière-grand-mère a été violée il y a je sais pas combien d'années, c'est un traumatisme qui ressurgit, transgénérationnel, Alors, je dis pas que évidemment c'est peut-être possible, mais je trouve ça aberrant. On pense à ça en premier. Ah ouais, voilà. Enfin, on vous dit que c'est dans la tête quand on n'a pas de réponse. Hein. La plupart du temps, c'est... Voilà. Oui, mais Dora a raison. Systématiquement, chez l'homme, on va chercher la cause organique en première intention. Oui. Dans le milieu médical, alors que chez la femme, on va, c'est étonnant, chercher en première intention une explication psychanalytique. Oui, toujours. Et ça, c'est absolument insupportable, surtout sur ces pathologies qui sont une véritable entrave à la vie sexuelle des femmes. Ensuite, il y a d'autres types d'entraves. Je raconte aussi l'histoire de la contraception et le fait que la contraception masculine, on l'attend, elle est prête dans les labos, mais bon, apparemment, il y aurait... Enfin, les industriels pensent qu'il n'y a pas de marché. Pas de marché, oui. Voilà. Donc, je parle aussi de, des comportements abjects des hommes. Je parle du mythe de la pulsion sexuelle masculine. Je parle du manque de spiritualité dans la sexualité. Je parle de la haine de nos propres corps en tant que femmes. En fait, j'essaye vraiment d'aller dans tous les tiroirs et les sous-tiroirs qui font que dans ce système-là dans lequel on vit, c'est compliqué d'avoir une vie sexuelle heureuse en tant que femme en 2021. Et quel regard, Dora, portez-vous sur le concept d'égalité au lit aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a une égalité entre les femmes et les hommes ? Parce que, bon, en fait, en gros, vous vous intéressez quand même à la sexualité hétérosexuelle. Oui, tout à fait. Oui, complètement. Elle annonce la couleur dès le départ. Oui, dès le départ. Puisqu'en fait, c'est le fondement, finalement, parce que vous dites que la problématique, on en a déjà parlé lors d'émissions précédentes, c'est le système hétéronormatif. Oui. D'où découlent, justement, les problématiques aussi des marges, finalement. Oui, complètement. Et en plus de ça, c'est la sexualité que je connais moi. Donc, tout simplement, je pars de mon propre vécu pour ensuite explorer. Mais oui, c'était quoi la question ? C'est savoir quel regard vous portez sur l'égalité au lit. Ah oui, alors justement, c'est une très bonne question parce qu'il y a un de mes chapitres, c'est l'égalité au lit. Est-ce que c'est une grosse connerie ou pas ? Utopie ou pas ? Ouais, une utopie ou pas. Et aujourd'hui... Malheureusement, je penche plutôt vers une sorte d'utopie, dans le sens où j'ai quand même remarqué que les gens sont attirés par les polarités. C'est-à-dire que les gens sont attirés aussi par les différentiels hiérarchiques. Donc, je pense que l'attirance, en fait, entre hommes-femmes, avec cette envie d'égalité qu'il y a aujourd'hui, on se rend compte quand même que les gens couchent de moins en moins ensemble, en fait. Enfin, statistiquement, on se rend compte qu'il y a quand même... J'en parle pas dans le livre, mais j'ai lu pas mal d'articles là-dessus. Et il y a des pays, par exemple, où justement les hommes sont beaucoup moins... Par exemple, en Asie, au Japon, les Japonais et les Japonaises couchent de moins en moins ensemble et c'est un véritable problème. Parce qu'il y a une forme de virilité qui est en train de disparaître. Et du coup, les hommes et les femmes se ressemblent de plus en plus dans les attitudes et même physiquement. Et donc, par conséquent, l'attirance sexuelle naît peut-être de ce différentiel. Et donc, en même temps, mon livre va dans l'idée de développer une égalité. Et en même temps, je me demande à la fin du livre, est-ce que je suis pas en train de tirer une balle dans le pied à la sexualité hétéro. Alors Dora, voilà. Dora, il faut dire que si justement cette mise en place d'une certaine ressemblance, qui en réalité n'en est pas une, commence à engendrer justement un certain, je ne vais pas dire dégoût, mais en tout cas recul vis-à-vis de la sexualité,
n'est-ce pas aussi, parce que vous le dites dans le livre, parce qu'on érotise justement à souhait cette différence, finalement. On érotise. Donc elle est construite, cette érotisation. C'est la question. C'est c'est ce que je questionne. Est-ce que tout ça est complètement construit? Est-ce qu'on il y a une érotisation de la domination, etc. Ou est-ce que il y aurait une petite part d'inné là-dedans? Et à ce moment-là, c'est inéluctable. Enfin, on ne peut plus rien faire. Et moi aujourd'hui, je suis pas très au clair sur ce qui est de l'ordre du construit et de l'inné, mais toujours est-il qu'avec le porno et tout ça, on peut déjà déconstruire pas mal. Et après, on aura peut-être une réponse. D'accord. Bon, alors, vous verriez des chapitres intéressants, notamment sur la circlusion, mesdames, et messieurs, d'ailleurs, vous apprendrez beaucoup de choses. Est-ce qu'il y aurait un mot positif pour parler d'une femme qui aime le sexe? Mais il n'y en a pas beaucoup. Sans parler de nymphomane. Oui. Mais non, c'est ça le problème. C'est-à-dire que j'ai fait la liste des mots qui décrivent une femme qui aime le sexe: nymphomane, allumeuse, salope, etc. Et je me suis dit, mais merde, j'arrive pas à penser à un mot. Alors moi, souvent, je dis c'est une clitarde. En miroir au queutard. Voilà, il y a les queutards et il y a les clitardes. Donc je m'amuse comme ça, mais en fait il faudrait inventer des nouveaux mots en fait. Et il faut inventer un nouveau vocabulaire autour du sexe. Dora Muto, telle qu'en elle-même, sans filtre. Votre nouveau livre s'appelle Mal baisé, aux éditions Guitre et Daniel. C'est le livre qui dénonce le patriarcat sous les draps. Et c'est vraiment le livre de l'année, moi je le dis. Merci. En clôture super bien l'année avec ce livre, vraiment. Il est sourcé, documenté. Il doit être dans toutes les BU de France et de Navarre, et il faut vraiment le lire. Merci d'avoir été avec nous, Dora. Merci beaucoup. On réécoute l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez bien sûr la vidéo de cette émission sur notre chaîne YouTube, et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.